Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, les informations arrivent des États-Unis chaque semaine et la moisson est toujours aussi importante et parfois aussi surréaliste. Notre première tâche chez New Deal, c'est de faire un choix éditorial. Et cette semaine, on avait l'embarras du choix. On aurait pu parler du shutdown, cette fermeture de l'administration fédérale faute de budget voté. On aurait pu évidemment parler du speech viriliste du secrétaire à la défense, du ministre de la guerre comme il s'appelle, Pete Hegseth, qui a eu lieu hier, mardi 30 septembre. Mais on a décidé de revenir plutôt à la question du Moyen-Orient, question centrale s'il en est, et de la guerre à Gaza. Alors comme vous le savez, un plan de paix a été présenté lundi 29 septembre à Washington par le président Trump et le Premier ministre Netanyahou. Un plan de paix dont les chances de mise en œuvre et de réussite sont évidemment, on hésite à le dire, mais très faibles, il faut bien le reconnaître. Et ce sujet va nous permettre d'aborder une évolution lourde de conséquences, celle de l'attitude des Américains à l'égard d'Israël. Chez les élus, dans l'opinion publique, y compris du côté républicain, le soutien unanime à Israël et au gouvernement Netanyahou ces derniers temps semble être devenu une chose du passé. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette évolution lourde, effectivement, Laurence ? On va en parler, mais revenons pour commencer, si vous le voulez bien, au plan de paix présenté lundi 29 septembre. Il a été préparé par Jared Kushner, donc le gendre du président, qui avait déjà travaillé sur ce dossier pendant la première administration Trump. Il s'était éloigné de la politique depuis, et là, il fait son retour. Il a préparé ce projet avec Tony Blair et avec Steve Witkoff. Le Missi de Trump, cet ancien entrepreneur de l'immobilier que Trump effectivement dépêche sur toutes les crises très chaudes dans le monde. Oui, en Ukraine aussi notamment. Bref, ce plan prévoit le retour de tous les otages, un cessez-le-feu immédiat et puis une reconstruction de Gaza sous un mandat international qui reste assez difficile à définir. On sait juste que Trump serait le président du board dédié à l'administration des territoires palestiniens. Comme vous l'avez dit, ce plan a quand même beaucoup d'entraves devant lui, notamment son acceptabilité par le Hamas et par les membres de la coalition d'extrême droite autour du Premier ministre israélien. Puisque j'ai dit en introduction qu'on allait parler de revirement, le premier revirement sur lequel on aimerait vous entendre, Laurence, c'est celui de Trump lui-même. Il avait dit au début de son mandat qu'il ne se mêlerait pas des guerres du Moyen-Orient. Pourquoi est-ce que finalement il y plonge les deux mains devant ? Le Moyen-Orient représente de toute évidence un piège pour les présidents américains. Beaucoup d'entre eux ont voulu s'en retirer, à commencer par Obama. Et à chaque fois, cette région, par ses crises, par sa violence, par ses incertitudes, exige l'intervention des États-Unis. Là, en ce moment, on voit les images terribles du conflit depuis et y compris le 7 octobre. Ça va faire 2 ans. Ces images ont un retentissement dans les équilibres régionaux, mondiaux et jusque dans la politique intérieure américaine. Trump ne peut tout simplement pas être vu comme inactif sur ce dossier parce que il apparaîtrait comme inopérant, comme faible, weak, vous savez, cet adjectif qu'il lance à la tête de ses adversaires. Peut-être aussi que Trump y trouve son intérêt. On sait qu'il veut voir aboutir les accords d'Abraham entre Israël et les États arabes dans la région. Il y a de nombreux deals extrêmement profitables qui sont à la clé de ces accords. Et puis, on sait aussi qu'il a une fixation sur l'obtention du prix Nobel de la paix. Et aboutir à une paix à Gaza 2 ans après le 7 octobre, ce serait certainement un gros plus dans son dossier. Quasiment un miracle. Mais quelle est la position de Trump ? Est-ce qu'il montre un soutien sans faille à Israël ? Alors ça dépend. Si on parle d'Israël, le pays, oui, Trump montre un soutien solide et constant. Il suit en réalité sur cette question ses électeurs évangéliques. Alors c'est le moment de faire le rappel qu'on a déjà fait tellement de fois. Les protestants évangéliques aux États-Unis sont extrêmement sionistes pour des raisons de théologie. Un prédicateur du 19e siècle qui s'appelait John Nelson Darby ayant expliqué que la fin du monde pourrait s'accomplir à la condition que les Juifs rentrent tous en Israël. Si on parle maintenant du soutien de Trump à Benjamin Netanyahou, alors là, le soutien est moins sûr. Les relations entre les deux hommes ne sont pas très bonnes, entre autres parce que Netanyahou avait félicité Biden pour sa victoire en 2020. Et puis, il y a un élément de psychologie qui est assez important. Trump, on le sait, est sans filtre, mais il est surtout
absolument certain de la fidélité de cette base évangélique. Et donc, il est finalement beaucoup plus libre pour émettre des critiques vis-à-vis de Netanyahou que les présidents précédents, et notamment les démocrates. Dès que Biden disait l'ombre d'une critique sur la politique engagée par Netanyahou au lendemain du 7 octobre, eh bien, il était attaqué par tout le camp républicain aux États-Unis, traité d'antisioniste, traité d'antisémite. Voilà pour les nuances trumpiennes, si on peut dire, mais pour ce qui est de l'opinion publique américaine, vous dites que son soutien à Israël est moins solide qu'avant ? Oui, et là, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. J'ai pris uniquement 3 sondages, j'aurais pu en prendre beaucoup plus. Un récent lancé par le New York Times compare des enquêtes d'opinion de décembre 2023, donc on est quelques semaines après le 7 octobre, et un autre tout récent de septembre 2025. Dans les 2 cas, la question posée aux électeurs inscrits dans tout le pays, aux États-Unis, est la suivante. Pensez-vous que les forces israéliennes tuent les civils à Gaza intentionnellement ou non intentionnellement ? Eh bien, en décembre 2023, 22% des personnes interrogées seulement pensent qu'Israël vise intentionnellement les civils. Ce chiffre est passé à 40% en septembre 2025. 40% des Américains pensent qu'Israël vise intentionnellement les civils à Gaza. Alors, on savait que les démocrates étaient beaucoup plus critiques de la conduite du conflit par Netanyahou. Rappelez-vous les étudiants sur les campus au printemps 2024, notamment à Columbia, à New York. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que cette évolution se produit aussi du côté des républicains et plus exactement du côté des jeunes républicains. Là, je cite le 2e sondage réalisé par le Pew Research Center en mars-avril dernier, 2025. 53% des Américains totalement considérés ont une opinion négative d'Israël aujourd'hui contre 42% en 2022, donc à la veille des événements engagés par le 7 octobre. Et si on s'intéresse aux républicains de moins de 50 ans, donc les jeunes républicains, cette mauvaise opinion d'Israël est aujourd'hui à 50% contre 35% en 2022. Donc 15 points de plus et la moitié de cette partie de l'électorat. 50%. Vous parliez d'un 3e sondage, non ? Oui, c'est le dernier que je vais vous citer et c'est peut-être le plus intéressant, le plus important. Il parle des évangéliques, donc ceux qui soutiennent véritablement la cause sioniste aux États-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un sondage de l'Université du Maryland qui a été réalisé en juillet-août 2025, donc il y a vraiment très peu de temps. La question posée aux évangéliques dans ce sondage est la suivante. Vos sympathies vont-elles plutôt à Israël ou aux Palestiniens ? Et ce qu'on voit, c'est que quasiment 70% des évangéliques de plus de 35 ans disent que leur sympathie va à Israël. Et ce chiffre tombe à 32% chez les évangéliques entre 18 et 34 ans. C'est-à-dire une différence massive de quasiment 40 points entre les évangéliques âgés et les nouvelles générations. Si je vous comprends bien, on pourrait dire que la grande différence se fait à partir de la classe d'âge et non plus à partir de l'appartenance politique ou religieuse aux États-Unis. Oui, c'est un changement générationnel dont on verra les effets dans les années qui viennent. Alors justement, sur les effets, est-ce que vous pouvez nous dire ce que souhaitent tous ces israélo-sceptiques, si on peut dire, concrètement ? Oui, ce qui est très important dans cette étude de l'état de l'opinion américaine, c'est qu'il y a une gradation des opinions. Si vous réfléchissez au conflit à Gaza en termes de crimes de guerre ou de génocide, en termes de colonialisme et, au bout du compte, en termes de droit ou non d'Israël à exister, ou si encore vous vous définissez comme pro-palestinien, alors clairement vous êtes dans le camp des progressistes, entre guillemets, c'est-à-dire cette aile gauche du Parti démocrate très anti-israélienne aujourd'hui. Si on regarde maintenant du côté des républicains, des conservateurs, on ne peut pas complètement faire abstraction du fait que le courant MAGA est traversé par un certain nombre de théories du complot qui sont objectivement complètement antisémites. Mais chez les républicains plus modérés, la critique d'Israël se fait plutôt pour des raisons de priorité de la politique étrangère américaine. On est America First et on dénonce le fait que les États-Unis seraient pris au piège par les exigences du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Du coup, la critique d'Israël va plutôt se déployer sur le fait que les États-Unis devraient refuser les livraisons d'armes. Et de quelles armes parle-t-on ? Des armes offensives ou des armes défensives ? Voilà, c'est plutôt là-dessus que dans le camp républicain, on critique le soutien au gouvernement de Netanyahou. Alors ça, c'est pour l'opinion, mais qu'en est-il des élus ?
Ce qu'on voit, c'est que l'évolution vers une posture de plus en plus critique d'Israël existe bel et bien chez les élus, chez les responsables des partis ou de l'administration Trump aujourd'hui, mais elle reste quand même moins forte que dans l'opinion. C'est comme une sorte de réplique amoindrie de ce que l'on voit dans l'opinion. Et là encore, il va falloir distinguer ce qui se passe chez les démocrates et chez les républicains. Commençons par les démocrates. Il y a pas mal de voix anti-Israël, voire pro-palestiniennes. On peut commencer par Zohran Mamdani, qui est ce candidat à la mairie de New York. Et puis, au Congrès, on a Ilhan Omar, cette représentante du Minnesota, qui est originaire de Somalie. Ro Khanna, dont on parle très régulièrement, un représentant de Californie. Il a appelé en août à la reconnaissance de la Palestine par les États-Unis. Évidemment, Trump ne l'a pas suivi là-dessus. Et puis, last but not least, Bernie Sanders, sénateur du Vermont, qui est d'origine juive ashkénaze, une partie de sa famille a péri dans la Shoah. Il est très critique d'Israël. Il a notamment publié en septembre une déclaration reprenant les conclusions de la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui affirme que c'est bel et bien un génocide qui est en train de se dérouler à Gaza. Il a d'ailleurs été suivi sur ce point par cette organisation juive de centre-gauche, J Street. Alors j'ai cité ces quelques noms, mais ça n'est pas anecdotique, il y a vraiment un mouvement de fond qui se produit. Reprenons Bernie Sanders, il introduit régulièrement des résolutions appelant à la cessation des ventes d'armes ou des transferts d'armement à Israël. Les premières, à la veille du 7 octobre, n'étaient votées que par 7 sénateurs sur 100, donc c'était vraiment très très peu. La dernière résolution qu'il a introduite en juin dernier, 2025, a été voté par 28 sénateurs, c'est-à-dire plus de la moitié de l'effectif des sénateurs démocrates aujourd'hui. Ouais, donc c'est très significatif chez les démocrates. Et chez les républicains ? Chez les élus républicains, il y a une majorité trumpiste qui reste très solidement pro-Israël. Ils restent tous extrêmement proches de ce grand lobby pro-Israël, en réalité pro-Netanyahou, toujours très à droite, qui s'appelle AIPAC, le American Israeli Political Action Committee. Mais quelques voix viennent briser ce consensus. Alors attention, je le répète, ce ne sont pas des voix pro-palestiniennes, ce sont des voix America First. Il y en a qui sont en dehors du Congrès, comme par exemple Kurt Mills, qui est directeur de la revue The American Conservative. Je le cite parce que d'une part, il est venu à l'IFRI en décembre dernier dans une conférence qu'on organisait, mais d'autre part, il était également présent à la conférence NatCon de début septembre, dont Maya Kandel est venue nous parler, et il a vraiment appelé au désengagement définitif des États-Unis du Moyen-Orient. Il y a aussi Steve Bannon, le conseiller très à droite qui a fait un retour en force auprès de Trump, Tucker Carlson. Oui, cet ancien présentateur de la Fox qui a maintenant créé son propre réseau éditorial sur Internet. Et la plus virulente de tous dans ses critiques d'Israël et du gouvernement israélien, c'est Marjorie Taylor Greene, cette élue de Géorgie. Là, on parle du cœur du réacteur de MAGA, là. Donc, pourquoi est-ce qu'il se sépare de Trump sur cette affaire ? Ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces personnes, toutes ces élites de la mouvance MAGA sont aujourd'hui sous l'influence d'intellectuels catholiques, intégristes, intégralistes, comme on dit aux États-Unis, qui sont à la manœuvre pour vendre leurs idées. Or, ces catholiques n'ont pas du tout la vision sioniste des évangéliques, qui sont donc traditionnellement les soutiens d'Israël aux États-Unis. Ces catholiques ne voient pas du tout Israël comme le peuple élu et le retour des Juifs en Israël comme une condition de l'accomplissement des temps. Donc, ça les rend très libres pour critiquer ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Et je voudrais donc terminer sur ce point en parlant de J.D. Vance, le vice-président, qui ne fait pas mystère de sa conversion au catholicisme il y a quelques années. On n'entend pas beaucoup de critiques directes d'Israël de sa part, mais Vance fait quand même clairement partie du camp des restrainers, c'est-à-dire ces personnes autour de Trump qui pensent que les États-Unis doivent cesser d'intervenir à l'étranger et notamment sur le terrain du Moyen-Orient. Mais alors, en conclusion, quelles conséquences vous voyez à cette espèce de tectonique des plaques des opinions américaines vis-à-vis d'Israël ? Il y a une conséquence très importante qui peut advenir dans les années qui viennent. Elle est en lien avec le grand accord qui a été signé par Israël et Obama en 2016 et qui encadre des transferts d'armement américains à Israël à hauteur de 38 milliards de dollars sur 10 ans. C'est-à-dire que de 2018 à 2028, les États-Unis ont donné pour 3,8 milliards de dollars d'armement à Israël chaque année. De dons ?
Absolument, et qui concerne toutes sortes d'armements, par exemple les bombes qui sont déversées sur la bande de Gaza à l'heure actuelle. Évidemment, pour les Israéliens autour de Netanyahou, il y a un enjeu énorme à reconduire cet accord. Les négociations vont démarrer, mais il faudra que ce soit voté par les élus du Congrès à Washington. Et dans le contexte actuel, je ne suis pas complètement sûre que ce vote soit facile à obtenir. Oui, pas moins facile sans doute que d'obtenir un consensus et du Hamas et de la part de la majorité et du gouvernement Netanyahou sur le processus de paix qui a été dessiné au début de la semaine par les Américains. Je vous remercie Laurence et je vous dis à la semaine prochaine et aux semaines suivantes où nous reparlerons sans doute du conflit israélo-palestinien et du rôle fondamental que jouent les États-Unis dans cette région du monde. Merci Laurence et à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.